Bonjour, monsieur Nana Komé. Bonjour. Et merci d'accepter notre invitation ici à l'Institut français du Cameroun de Yaoundé, où se déroule une partie des travaux du colloque sur le retour des choses. Entendu, retour aux institutions, rapatriement des objets spoliés, pillés, emportés pendant la colonisation. Comme vous le savez, cette question est dans l'agenda intellectuel depuis le fameux discours, enfin, de retour dans l'agenda intellectuel africain, notamment depuis le discours du président français Emmanuel Macron à Ouagadougou en novembre 2017. Et donc, nous en sommes là. Alors, pour commencer cet entretien, je vous demanderai de nous situer dans vos recherches, dans vos travaux. Qui êtes-vous d'un point de vue intellectuel? Alors, je suis Daniel Georges Nana Komé. Je suis docteur en histoire contemporaine et je suis chargé de recherche au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation dans une structure de recherche qui est l'héritière de l'ex-Institut des sciences humaines qu'on appelle le Centre national d'éducation. Mais centre d'intérêt en tant qu'historien, en tant que chercheur, déjà j'essaie d'établir un pont entre la psychologie sociale, l'histoire et l'anthropologie. Et j'aime travailler sur des phénomènes de marge. Par exemple, la construction d'une identité religieuse pentecôtiste dans l'espace public camerounais. J'y ai consacré quelques travaux. La construction de la représentation sociale, du mode électoral dans les espaces considérés comme marginaux, notamment à l'est du Cameroun, un département à l'est du Cameroun. Et puis, je fais aussi quelques consultations dans le domaine de l'urbain, là où je travaille sur les plans d'occupation de sol. Nous avons travaillé dans celui de la commune de Messamena, celui de Banwa, celui de Lomé, celui de Garoua, celui de Maroua, dans plusieurs régions du Cameroun. Vous avez un profil qui nous intéresse sur la problématique des retours, parce que généralement, quand on évoque la problématique des retours, on voit les historiens, on voit les sociologues, on voit les politiques. Alors vous êtes un peu plus éclaté, parce que à la fois, vous avez une fonction sociale dans un espace, et puis vous avez un travail de recherche qui agrège d'autres espaces et d'autres données à penser. Alors, vous, à partir de tous, on peut faire d'identité craquelée, mais à partir de tous ces endroits où vous vous trouvez, comment vous comprenez la question des retours? Alors, je dois dire que la question des retours n'est pas une question nouvelle. Bien sûr. Aussitôt qu'un instrument ou qu'un objet est prélevé d'un endroit, il s'oppose déjà dans l'esprit des populations qui l'habitent, soit le remplacement, soit la manière de le faire revenir. Et la question a un cheminement important en Afrique qu'il faut tracer. Déjà à partir de 1963, avec ce qu'on appelait les congrès historiques, là il fallait mettre sur pied des sections d'archéologie pour inventorier les objets qui ont été pillés d'abord en Égypte antique. Au congrès de 1963 avec les Angel Benveng, qu'on avait chargé de la section archéologie, avec les Bethuel Ogot et puis tous ses prédécesseurs. La question a fait son cheminement lorsqu'il a fallu construire une identité à nos États qui étaient nés de manière autoritaire et qui entendaient se gérer de la manière la plus autoritaire. On a eu par exemple au courant des années 1967 le phénomène des littératures nationales qui s'appuyait sur un fond culturel et dit traditionnel africain, à partir desquels on exhibait des masques, on exhibait un certain nombre de textes très anciens, un certain nombre de littératures orales, qui s'appuyaient aussi là sur une base. Le festival des peuples noirs organisé à Dakar, des arts nègres organisés à Dakar par Léopold Sédar Senghor en 1966. Donc avant d'arriver en 1978, il y a un long cheminement sur la question. Donc elle n'est pas une nouveauté en Afrique, elle fait juste partie des permanences de la naissance du nouvel État. Et elle n'est même pas exclusive à l'Afrique, puisque souvenez-vous du temps du mandat de Amadou Matambo à l'UNESCO, la problématique s'était déjà posée en ce moment-là dans l'agenda de l'UNESCO. Et on se souvient bien des positions très tranchées du directeur de l'UNESCO qui se trouvait être un Africain, mais c'était une organisation internationale. Alors vous, à partir donc de votre position, vous étiez en train de retracer l'historicité de la problématique des retours, mais aujourd'hui, telle qu'elle se pose maintenant, comment vous l'appréhendez? Alors, telle qu'elle se pose aujourd'hui, elle fait face à plusieurs configurations internationales comme nationales.
Sur le plan national, on a un problème qui est relatif à la notion d'identité et surtout qui se pose en rapport avec le foncier. Si on essaye de connecter à l'histoire, par exemple, avec la manière dont les Allemands ont construit l'identité, on va se rendre compte qu'il y a une question de foncier qui revient au devant de la scène. Par exemple, si vous regardez dans un département comme le Mbamekime, il y a aujourd'hui des tribus qui sont presque des groupes qui ont été presque assujettis à d'autres groupes, comme ce qu'on appelle les Baveux, qui sont encore une configuration de plusieurs groupes ethniques et que les Allemands avaient assujettis aux voûtés, dont ils ont déplacé une bonne partie dans la Haute-Sanaga. Le même problème se pose aussi, en rapport avec le foncier, se pose aussi dans le canton d'Ibombari, à Dibombari, dans l'espace de Dibombari, dans le canton Maka, alors qu'il y a des archives qui retracent la présence très ancienne de cette communauté-là. Aujourd'hui, on se rend compte que pour avoir disparu suite à la pression coloniale, leur identité dans l'espace d'Ibombari est très querellée avec la question de la restitution d'un certain nombre de terres. Donc, la question de la restitution peut être connectée à la question du foncier, à la question de l'identité même, et à la question de la construction des groupes. J'ai failli dire l'autodétermination des groupes. Voilà. Oui. Et donc ça, c'est sur le plan national. Ça, c'est sur le plan national. Sur le plan international, on peut la connecter à d'autres questions. Restituer quoi? Les objets d'art, les archives ou les restes humains. Donc, c'est un triptyque qui va ensemble, qui va de pair. C'est une question qui se pose à la fois pour ce qu'on appelle les communautés amérindiennes, des communautés en Asie, des communautés au-delà du Cameroun, en Afrique. Disons des communautés spoliées, dominées, etc. Parce que vous faites bien de l'évoquer parce que pour rester dans l'actualité hors d'ici, peut-être vous êtes au courant de la série des 4 films compilés du réalisateur haïtien. Je ne sais pas pourquoi son nom m'échappe, mais le film s'appelle Estémile et toutes ces brutes, qui le reprend dans des travaux antérieurs d'historiens. Donc, c'est une problématique qui... Alors, vous avez participé aux échanges ici, à cette agape intellectuelle qui n'est pas finie. Alors, est-ce que vous avez des impressions à chaud comme ça, brut pour point, que vous pouvez partager avec nous sur ce que vous avez vu entendre, sur la problématique des retours des choses? Alors, déjà, un colloque est toujours un moment d'apprentissage. Et le fait de rencontrer des personnes qui viennent d'ailleurs nous permet aussi d'apprendre des expériences des autres. Vous savez, ce qu'il y a de particulier avec le discours scientifique, c'est qu'il est toujours situé dans un lieu. Ce n'est pas un discours désarticulé comme le discours de la méthode nous a fait croire. Je pense dont je suis. Un je suis qui pense d'où et à partir de quel espace. Suivant quelle rationalité, pour quel but. Vous voyez un peu. Donc là, nous avons la position de personnes qui viennent, qui ont certes souvent fréquenté le continent, mais dans les documents qu'ils utilisent, dans la plupart des documents qu'ils utilisent, ont été écrits par des personnes qui pensaient à partir d'une posture et d'un temps. Une posture hégémonique, une posture de construction de l'autre comme une chose. Voilà, parce que c'est l'autre qui était d'abord la chose à la période là où les objets étaient constitués, avant les objets. L'autre était confondu à l'objet comme chose. À telle enseigne que si on parle d'objets aujourd'hui, on parle de choses aujourd'hui, ça doit inclure aussi les hommes. Et la preuve, c'est quoi? Dans la manière de construire le territoire, si on prend le cas d'un pays comme le Cameroun, avec les Allemands, vous voyez, les Allemands construisaient le territoire non pas sous forme de micro-identité comme on est aujourd'hui, mais sous forme de grands blocs identitaires. Et par exemple, vous entendrez parler, si vous lisez certaines archives, vous tesserez Mboum Kepere, qui constituait un seul groupe ethnique, alors que là-dedans, il y a une mosaïque de peuples. Vous entendez par exemple le Bavek avec les Yalongo, les Yangafek dans le même groupe. Vous allez entendre parler, si vous lisez, vous allez voir des groupes comme Beule. Et là où on va vous dire que Beule, c'était à la fois des Nanga et Boko, des Bangvele, des Bobilis. Nanga et Boko même qui ne signifient rien. Parce que là-dedans encore, il y a les Yekaba, il y a les Yobekanga. Vous voyez un peu. Donc ça nous pose un problème qui nous prolonge dans une actualité. À qui donner quoi? Par exemple, quand on parlait de Maka. Non, je voudrais qu'on revienne sur la problématique de retour telle qu'elle a été exprimée ici à travers les différents ateliers, parce que c'est ça qui est notre socle à partir duquel on a cet échange et qui provoque cet échange. Donc, il y a cet échange qui est déjà un premier gain en tant que chercheur, en tant que citoyen simplement. Mais s'il y a d'autres gains que vous pouvez
exposer ici à partir de ce que vous avez entendu? Effectivement, je suis là dans le retour toujours, parce qu'il faut restituer. Et certains parlent de restituer à des communautés. Lesquelles communautés? Comment étaient-elles constituées à l'époque là où on prenait? C'est sur ce point-là que je suis. Donc, s'il y a un discours qui est tenu, restituer aux communautés comment? Par exemple, j'ai suivi quelque chose ce matin qui m'a fait un peu rire sur l'expérience de Joseph Gabriel, là où on percevait vraiment la relation hégémonique dans la construction de la collection privée qu'il s'est faite et que l'université lui a restituée. Par exemple, les populations Fali dont on parlait, c'était des populations qui étaient appelées, considérées comme certaines populations de l'Est, comme des populations fétichistes et animistes, qui étaient mises sous un double régime hégémonique. Le régime préexistant Peul, qui était comme l'arrière-cour du Lamido de Garoua, et maintenant le régime colonial en lui-même. Ce sont des sociétés qui sont régies par des rapports de pouvoir internes forts. Maintenant, s'il faille restituer les objets, comment on les restitue? De quelle manière? Et à qui on les restitue? Voilà. J'ai entendu parler d'objets féminins qui avaient été emportés. C'est quelque chose d'important à restituer. Mais ça nous permet aussi de prolonger avec une notion, la notion de harem et de la captation. Parce que pour qu'un objet soit préservé, connaissant les coutumes de ces milieux-là à une femme qui ne sont pas censées être exposées dans l'espace à des étrangers, il a fallu qu'il y ait de la contrainte et une force qui s'exerce. Ou peut-être des complicités. Voilà. Des complicités et même de la contrainte. Et de la contrainte. Oui, oui, bien sûr, forcément. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la problématique des retours, parce qu'à vous entendre, on a l'impression que ça peut nous exposer à la figure en réalité. Est-ce que c'est la perception que vous avez? Parce que quand je vous écoute, j'ai l'impression que ça peut être une bombe à retardement qui peut exploser, qui peut être à tout le monde. Alors, si la problématique n'est pas suffisamment bien adressée, et si ethnographiquement le travail n'est pas bien mené, là où il y a un travail historique et anthropologique bien mené sur le terrain, ça pourra être plutôt une patate chaude que nous recevons entre les mains et qui amène à l'éclatement de l'ensemble national, surtout connecté au contexte politique de décentralisation, qui est confondu aujourd'hui, effectivement, qui est confondu aujourd'hui à un problème d'ethnicisation. Bataille foncière, même bataille anthropologique, bataille entre communautés, bataille, toutes sortes de batailles. Donc il y a un risque d'engendrement d'une nouvelle crise à partir d'une précédente crise. Donc, il faudra qu'on fasse attention, merci de cela. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez, on a entendu pendant les échanges, qu'il fallait une sorte de fédération, il y avait une pauvreté dans la fédération, mutualisation des différents efforts autour de la problématique. On avait l'impression que les gens avançaient, pas à visage masqué, mais individuellement ou bien en entité particulière. Est-ce que vous pensez que, puisque le problème tel qu'on le voit est global, il n'est pas seulement un problème d'histoire, il n'est pas seulement un problème d'archives, il n'est pas seulement un problème politique, est-ce qu'aujourd'hui, pour adresser la question justement, il fallait mutualiser les efforts et trouver une sorte de centre à partir duquel il y aurait un rayonnement, une sorte de centre à partir duquel il y aurait un rayonnement pour que la question soit mieux adressée. Vous pensez que c'est possible? La mutualisation, c'est quelque chose d'important. Mais il ne faut pas une mutualisation a posteriori. Il faut une mutualisation qui soit pensée avant, dès la conception des projets et des méthodes de collecte de données, des méthodes de recherche. Que cette mutualisation, si cette mutualisation nous permet de créer de nouvelles épistémologies, dès la base, elle sera importante. Mais si c'est une mutualisation a posteriori, là où on colmate, juste pour arriver, effectivement, juste pour arriver à un but, pour se satisfaire, ça ne servira pas à grand-chose. Il serait encore mieux de continuer de manière séparée et après, de provoquer une rencontre là où on discute des différents résultats que les équipes qui sont engagées dans les travaux mènent. Voilà, et on va peut-être sortir par là. Depuis donc, le fameux discours d'Emmanuel Macron à Ouaga en 2017, il avait donné un délai lui-même. Au bout de 5 ans, il y aura un certain nombre de choses qui seraient restituées. On en est très loin du compte. Alors, pensez-vous que les mois et les années qui viennent vont permettre de rectifier le tir au point où nous en sommes aujourd'hui? Alors, il y a une célèbre maxime qui peut être une boutade en relations internationales et en politique. Qui peut le plus, peut le moins. Qui peut le plus, peut le moins, non pas celle-là, mais en politique,
les promesses n'engagent que ceux qui croient. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puisque ça a été pris dans un contexte de prédation et de violence, et qu'aujourd'hui on est en face d'une puissance déclinante et décadente, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler à l'amener aussi à être dos au mur pour pouvoir restituer ce qu'elle a pris de la manière la plus honteuse. Parce que ça ne doit pas être une restitution là où on vient dans des cartons, on nous dépose des choses, ou alors là où on va les chercher. Une façon de rendre gorge, quoi. Effectivement, il faut un travail de mémoire très profond. On va dire que vous êtes violent, monsieur. C'est une violence. Oui, parce qu'il y a déjà eu la violence pour prendre les objets, maintenant vous voulez qu'il y ait une violence pour les récupérer. Est-ce que si c'était le cas, est-ce qu'on a les armes? Ce n'est pas une question de violence. Un président d'une puissance comme celle-là, ces dernières états. Ce n'est pas une question de violence parce qu'aujourd'hui les intérêts sont multiples. Oui. La mémoire est un intérêt. Et si nous savons travailler la question de la mémoire comme un intérêt, regardez un peu ce que les Juifs font avec la mémoire de la Shoah. Ou alors les Rwandais sont en train de faire avec la mémoire du génocide. On peut s'inspirer de là sans prendre les excès pour construire notre combat. Et avoir un meilleur résultat. Effectivement. Voilà. Donc, merci beaucoup pour vos éclairages qui nous ont permis d'envisager la possibilité d'une patate chaude que nous amène la problématique des retours qui est l'agenda des autres, qui n'est pas le nôtre. Donc, alors, au Cameroun, aussi curieux que ça puisse paraître, il y a quand même quelques personnes ou quelques institutions qui ont des collections d'œuvres qui sont camerounaises. Comment, de votre point de vue, on peut articuler cette, j'ai failli dire, possession d'œuvres avec la problématique des retours? Quel rôle ça peut jouer dans la problématique des retours? Déjà, il faut, à mon sens, revenir même à la conception de la politique coloniale. Le Cameroun est un protectorat. C'est vrai qu'on en parle beaucoup comme d'une... On a beaucoup en parlé comme d'une colonie. Dans le traitement, c'est ça. Mais maintenant, quand on voit les intérêts qui étaient en jeu, par exemple dans une société comme la Zout Cameroun Gesellschaft, qui était un conglomérat de trois grosses sociétés. Une société belge propriété du roi Léopold II, la société belge des caoutchoucs de l'Équateur, dont on a retrouvé les traces dans une petite localité de l'Est qui a été subdivision entre 1925 et 1929 d'Endeng, une société néerlandaise qu'on a appelée la Wilhelmina, qui elles aussi ont constitué des collections, mais dont on ne connaît pas la trace. Il y a aussi, déjà après, à partir de 1930, lorsqu'il y a le départ des missionnaires alsaciens, parce que c'est les missionnaires alsaciens qui remplacent d'abord les missionnaires allemands. Les missionnaires qu'on utilise dans les partis comme, effectivement, les missionnaires qu'on utilise dans les partis comme l'Est et le Sud, les missionnaires catholiques sont surtout des missionnaires néerlandais. Certains ont été là à Archevêque jusqu'à 1997, notamment le célèbre Lambert van Egen, qui ont fait des collections importantes. Il y a par exemple chez les Keperi et les Baya, les statuettes qui servaient au rituel du Labi, dont on ne connaît même pas la trace aujourd'hui. Et quand vous arrivez par exemple dans la zone de Betareoya, il y a le nom d'un prêtre qui revient constamment, De Jager, qui était connu comme étant très autoritaire et qui a participé activement à la spoliation des biens et des objets que les populations avaient. Effectivement, dont on ne connaît pas la trace. C'est quelqu'un dont l'implication politique, religieuse et sociale est très importante, mais qui est minorée et parfois même méconnue. Donc ça veut dire, ça vous entend que dans cette problématique de retour, il faut aussi même se lancer sur des chemins, des objets qui n'ont pas encore été biographiés, enfin, été retracés, parce qu'il y en a qui ont disparu de la circulation. Effectivement. Effectivement. Il faut regarder du côté de la Belgique, du côté des Pays-Bas, du côté des États-Unis, du côté de la Grèce, du côté de l'Alsace-Lorraine. Et même dans la péninsule dite syro-phénicienne. Jusque-là. Effectivement. Parce que les œuvres ont pu arriver jusque là-bas. Effectivement, parce que dans le commerce, par exemple, du cacao, dans le commerce du caoutchouc, dans le commerce de l'or, tous ces pays étaient engagés. Même des pays de l'Europe de l'Est insoupçonnés, comme la République tchèque, ont été engagés dans ces commerces-là. Et qui ne nous dit pas que les travailleurs venant de ce côté-là ont emporté des choses, surtout dans l'espace 38-44, là où on a peu documenté à cause de l'effervescence de la guerre. Donc, alors, ça veut dire que
il faut repartir, peut-être l'archéologie nous aidera. Oui, probablement l'archéologie en fouillant on pourra trouver. Parce qu'ils étaient en position hégémonique, ça c'est certain. Et donc cette position pourrait leur autoriser de prendre les choses avec force, avec autorité. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, je vois que ça manque sur la problématique des questions de retour, mais quels sont les autres aspects aussi de ces collections-là dont on n'a plus trace? Comment est-ce qu'on peut encore les remettre sur la table des discussions, des négociations sur la question des retours des autres? S'il y a quelque chose qu'il faut d'abord dire avant que je ne revienne sur cette question, c'est que les zones dont je parle, les zones de caoutchouc, les zones minières, ont été des zones domanialisées. Donc, c'était des zones qui étaient comme appartenant à des privés, sectionnées en camps. Il y avait les camps Tertiakov, parmi lesquels l'une des survivances aujourd'hui, on a des noms comme Colomine, oui, qui est le nom de la Société coloniale des mines. Ah. On a des noms comme Marie Colobos, okay, qui sont des noms de domaines coloniaux affermés à des personnes morales comme physiques à l'époque coloniale. Okay. Et donc il faut... pas du système dominant en tant qu'infrastructure. Effectivement. Parce que dans cette zone, comme au Congo, les Français ont continué avec le système des compagnies concessionnaires et de l'initiative privée. Donc il faudrait penser à ça. Donc je crois que si on explore bien cette piste-là, des compagnies concessionnaires et de l'initiative privée, on remontera à davantage de choses très intéressantes dont on n'a pas idée même aujourd'hui. Est-ce que dans vos travaux, vous avez pu avoir trace, puisqu'on parle des collections, quid des collections chapelles religieuses occidentales? Est-ce que, bon, je ne vais pas dire l'art religieux, non, c'est-à-dire qu'on imagine les religieux étant en position de surplomb. Aussi, peut-être, est-ce que vous pouvez avoir une idée sur le fait qu'ils aient constitué, pas des butins de guerre, mais somme toute des collections avec des objets d'ici qui ont pu peut-être traverser la mer pour aller. Est-ce que vous avez une... Ce qui est certain, c'est qu'il y a des collections privées constituées par les religieux. Ah. Parce qu'avant que l'administration ne s'incruste dans certaines zones, les religieux y étaient déjà, effectivement. Si vous allez par exemple à Doumé et que vous voyez la position de la station religieuse et le rayonnement de la station religieuse, ou à Bombang, en Colvolan, pour la mission presbytérienne américaine, vous allez comprendre, par exemple, pour ceux qui allaient du côté de Messamena, qu'on appelait du côté d'Ikele Badjoué, vous allez vous rendre compte que là-bas, ils ont d'abord connu l'hégémonie religieuse avant de connaître l'hégémonie de la puissance publique coloniale. Donc, ça veut dire quoi? Et dans cette zone qui était reconnue comme une zone de fétiche, une zone primitive, une zone d'anthropophagie, là où on a documenté même des pratiques qui n'ont jamais été faites et qui n'ont jamais existé, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu un prélèvement aussi à la mesure, de la considération qu'on accordait aux populations de la zone. Prélèvement d'objets? Non seulement d'objets, que ce soit objets, que ce soit restes humains, que ce soit même traitement inhumain et fort dégradant. Okay. Parce que dans la zone, par exemple, la zone est restée pendant très longtemps sous hégémonie militaire. Entre 1900, par exemple, 16 et 1930, Doumé, le grand district de Doumé, qui faisait 3/4 de la superficie de la région de l'Est actuelle, qui est 109 002 km², était sous hégémonie militaire. Et à cette époque, la zone de Doumé faisait à elle seule environ, le district et la circonscription de Doumé, à lui seul faisait environ 80 ou 90 000 km². Vous pouvez vous imaginer. Je vois le tableau. Voilà. Et donc, effectivement, dans les zones militaires, ça veut dire que puissance, dans son expression la plus puissante, on va dire. Et donc, il y a de forts soupçons de prélèvement. Effectivement, même si on reste dans la dynamique des retours de prélèvement d'objets patrimoniaux, je ne sais pas moi qui ont été apportés. Alors aujourd'hui, vous pensez quelles sont les pistes qu'on peut pouvoir explorer pour retracer, tout au moins retrouver déjà les traces et cartographier ces objets qu'on suppose avoir été? La première piste sur laquelle il faut vraiment travailler, c'est la mémoire. Ouvrir de nouveaux champs de recherche à l'histoire et à l'anthropologie. Des champs qui n'ont pas toujours été documentés. Par exemple, toutes les violences coloniales n'ont pas été documentées. Il y a eu des villages qui ont été
considérablement brûlés, Oui, rasé. avec des objets brûlés, rasés. Il y a une période là où les populations étaient en forêt. On les a déplacés. Effectivement, il faut d'abord chercher à restituer l'histoire de la zone. Ça, c'est la première. Voilà. La deuxième chose, il faut travailler sur le peuplement de la zone et sur les dynamiques d'évolution de son peuplement, oui, successivement, sur les dynamiques d'évolution de ce peuplement. Voilà. Troisièmement, il faut travailler sur l'émotion que les populations dégagent encore aujourd'hui. Parce qu'il y a eu beaucoup de traumatisés qui ne parlent pas. Il y a des endroits là où les parents n'ont pas transmis les récits de peur de transmettre des traumatismes aux enfants. Donc il faut percer l'abcès. Vous appelez à une exorcisation donc, de tout cela. Au-delà de l'exorcisation, il faut faire un véritable travail des sciences humaines. Il faut percer l'abcès. Et il faut entrer au fond pour voir. Parce qu'il y a des choses que des populations nous diront. Par exemple, si vous causez avec les Baveks, c'est très profond ce qu'ils vous diront. Aujourd'hui, on sait qu'ils sont dévotés. Et on appelle même l'un de leurs cantons Wassababouté. Donc vous voyez un peu qu'il y a un travail très profond à faire. Il faut d'abord ressortir les communautés. Il faut leur permettre de s'exprimer librement et de dire sur ce qu'était leur patrimoine. Et les apaiser en tant que besoin aussi. C'est ce travail qui va apaiser. Oui, c'est parce que le traumatisme tel que vous l'expliquez doit être profond. Mais alors, est-ce que vous pensez que dans ces populations, ces peuples-là, qui ont été donc dépossédés comme ça, est-ce qu'il y a une possibilité, par la question des objets-là, de les réconcilier? C'est une possibilité. Déjà, pour les communautés que j'ai fréquentées ces derniers mois, elles sont très contentes. Déjà d'entendre parler qu'on s'intéresse même à elles et à leur histoire. Et même sur la question du retour des choses, elles sont partie prenante. Et elles souhaiteraient un accompagnement de la part des scientifiques. Voilà. Parce que ça, c'est une bonne note qui nous permet de mettre une fin temporaire à cet échange, parce qu'on pourrait toujours revenir avec d'autres problématiques. Donc, merci, j'ai failli dire docteur, non, je peux dire ça, pour cet entretien. Et donc, à très bientôt pour de nouvelles échanges, de nouveaux échanges sur les problématiques identitaires.